Ce qui est important dans l'éducation thérapeutique, c'est le changement de moi en tant que patient pour être acteur de ma vie. C'est-à-dire que l'éducation thérapeutique, je dirais que c'est un peu comme ici, on est au Confluent, c'est un peu comme une écluse. C'est-à-dire que les objectifs des soignants, c'est là, et puis le patient, il est là. Donc il va falloir que si on veut passer l'écluse, c'est-à-dire aller ensemble, il va falloir que les soignants comprennent un peu qui est le patient, et puis avec lui, le patient, avec la connaissance qu'il va avoir de sa maladie, de son traitement, de ce qu'il peut faire, l'activité physique, etc., ou l'équilibre alimentaire, il va remonter, le médecin et les autres soignants, donc les soignants, ouais, et puis on va pouvoir partir ensemble et accompagner. Grâce à l'éducation thérapeutique, c'est justement « je vis mieux ma maladie au quotidien ». C'est un mot que nous a dit un jour un patient et on a trouvé que c'était assez fort. C'est j'ai compris, grâce à l'éducation thérapeutique, que ce n'est pas un accident, que c'est une maladie. C'est une démarche qui nécessite aussi de la part de soignants un changement un petit peu. On a été formaté pendant des années à l'éducation et à la santé, il faut, il y a qu'à, etc. Donc il y a un moment, il faut qu'on se pose. Et il faut qu'on soit plutôt dans une posture d'écoute. L'éducation thérapeutique, c'est également un processus qu'on peut en fait construire tout au long de notre carrière professionnelle. C'est pas uniquement pendant les sessions où on rencontre les patients. Ça va être une posture qui est également différente dans notre quotidien, nous, dans le service, puisqu'on va être amené à parler aux patients et peut-être qu'effectivement cette posture fait qu'on leur parle différemment. C'est à l'initiative des cardiologues de Nouvelle-Clinique Nantaise qu'on a démarré le premier projet d'éducation thérapeutique pour les coronariens, donc des gens qui sont à peu près en pleine forme, puis tout d'un coup qui se retrouvent en soins intensifs de cardiologie pour un infarctus, une maladie coronarienne. Après, on a développé dans la maladie de Parkinson, l'estomisé, puis il y a d'autres programmes en cours qui sont l'ostéoporose et puis la prise en charge tabacologique du risque artériel. C'est sur une semaine, donc c'est gratuit pour les patients. Il y a une équipe qui a été formée. Hein, donc on commence par un entretien de 2h30 collectif, 12 personnes, où là on parle surtout du vécu non seulement de l'hospitalisation, mais du vécu par rapport à la famille, du vécu de cette perte d'identité, cette perte de sécurité. Et puis il y a un temps individuel après, avec un soignant pour savoir quels sont ses objectifs à lui, qu'est-ce qu'il a envie et qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour justement changer. On a un premier temps avec les infirmières qui est repérer les facteurs de risque. Nous, en fait, on intervient dans une séance avec des patients qu'on retrouve en groupe, à peu près donc d'une dizaine de patients, mais au moment, dans une phase où on les retrouve en fait à distance d'une phase aiguë, sachant qu'en fait, nous, on les a déjà rencontrés en hospitalisation avant. Et pendant la phase aiguë, ce sont des patients qui ne sont pas capables forcément de comprendre ce qui leur arrive. C'est vraiment un choc brutal. On arrive à parler de certaines choses, bien sûr, dans le service, mais le fait de retrouver nos patients ensuite à distance, eh bien, il se crée des échanges qu'on ne peut pas forcément imaginer avant de les voir. Parmi les facteurs de risque, on peut citer donc le cholestérol, le tabac, le stress, la sédentarité. Et sur chacun de ces facteurs de risque, on va pouvoir agir pour améliorer la santé. On est des médiatrices entre ce que le patient il est chez lui, ce qu'il est avec ce qu'il est dans la vie quotidienne et ce qu'il va être amené à devoir gérer par rapport à sa nouvelle position de malade, en fait, hein, de prise en charge d'une maladie chronique. Donc ce qui est important, c'est que ce soit eux qui repèrent. Et puis après, vous avez tout un échange avec le cardiologue. Et là, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on leur a fait. Parce qu'on leur a mis des stents, qu'est-ce que c'est qu'un stent? Donc on leur montre le petit ressort. Comprendre un peu quelles sont leurs questions pour répondre. Et là, les aidants peuvent assister. Et c'est important que l'aidant puisse assister pour qu'ils comprennent un peu, soit parce que le patient, quand il a fait son problème coronarien, dans le déni en disant non, non, tout va bien, il n'y a pas de souci, soit au contraire, il est dans
dans l'angoisse. L'intérêt de l'éducation thérapeutique chez le patient coronarien, c'est de lui faire comprendre que malgré le fait qu'il passe très très vite dans le service et que tout aille très vite parce que la plupart des patients sont pas... c'est un problème aigu, donc ils ne savaient pas avant d'être pris en charge qu'ils étaient malades. C'est de leur faire comprendre qu'ils ont une maladie chronique. Donc l'éducation thérapeutique dans le cadre des maladies neurologiques, à mon sens, est indispensable puisque ça amène le patient à mieux connaître les symptômes de sa maladie et ainsi de mieux adapter son traitement à son quotidien. Donc tout le problème est de leur faire passer les messages qui vont faire en sorte qu'ils vont rester motivés pour le long terme pour pouvoir avoir des conduites adaptées et pouvoir corriger les facteurs de risque. On commence par répondre aux questions des patients et à partir de là, on suit le fil de notre exposé et après, en faisant émerger, comme on appelle, les représentations de chacun, on construit notre synthèse et on finit l'exposé en reprenant un à un les thèmes et en vérifiant qu'on a bien fait passer les messages et qu'ils les ont bien entendus et retenus surtout. On discute avec les patients qui sont en groupe et on les amène à trouver collectivement des réponses à des questions finalement individuelles qu'on se pose de façon consciente ou pas. La troisième journée, donc là c'est un temps important où il y a des échanges avec le pharmacien. Donc le pharmacien ne va pas lister tous les médicaments, les effets secondaires, c'est les patients qui vont repérer des choses qui ne vont pas. L'objectif, c'est de surtout ne pas faire un cours théorique et de laisser la parole librement circuler tout en ayant une expertise à un moment donné pour pouvoir valider certaines informations ou les infirmer parce qu'il y a quand même certaines informations qui peuvent circuler, qui sont erronées. Le patient qui a compris son traitement, qui a repéré les effets secondaires qui sont liés à chaque médicament, maintenant, il sait à quoi ils servent ces médicaments. Ce qui est important et ce qu'on leur répète pendant le TP, c'est qu'ils sont partie prenante de leur traitement. Et alors après, il y a 1h30 d'aide au sevrage tabac. Alors ce qui est important, c'est que même les gens qui sont non-fumeurs participent parce que c'est un peu comprendre ce mécanisme de dépendance, d'addiction et se comprendre que les gens qui sont autour d'eux, les familles, leur famille ou bien professionnellement, de comprendre que le tabac, c'est pas si simple d'arrêter. Il n'y a pas que il faut, il y a que c'est une histoire de volonté et tout. Donc voilà, on peut laisser passer des messages même pour les non-fumeurs. Puis l'après-midi, à nouveau, il y a activité physique. S'il fait beau, ils vont marcher parce que c'est quand même l'activité physique qu'ils peuvent reprendre rapidement après leur épisode aigu. C'est vrai que pendant les séances d'éducation thérapeutique, on discute de l'importance de l'activité physique qu'il faut intégrer dans sa vie quotidienne. Pour tous, elle est importante, mais d'autant plus quand on a une maladie. Elle est d'autant plus importante que l'activité physique parce qu'elle permet un bon maintien de l'état général. C'est un élément essentiel pour une meilleure santé. Et c'est entre eux, en discutant entre eux, qu'ils arrivent à échanger et à se donner des idées et des fois des activités comme la balnéothérapie. L'aquagym, par exemple, la plupart des messieurs n'auraient même pas pensé à cette activité et ils s'aperçoivent que quand on le fait en groupe, ils adorent ça et souvent ils s'inscrivent à un cours d'aquagym. Et donc le mardi, c'est équilibre alimentaire. Équilibre alimentaire avec diététicienne. Donc l'atelier diététique qui se déroule pendant la semaine d'éducation thérapeutique arrive donc souvent donc à la fin de la séance d'éducation thérapeutique. Donc il y a une dynamique de groupe qui s'est instaurée. Donc les patients ont souvent pas mal de questions. Donc le début de l'atelier, je reprends un petit peu leurs questions qui concernent souvent les quantités de sel. On a souvent des questions sur les huiles utilisées, sur les sucres, le bon, le mauvais cholestérol. Moi, ce que j'essaye, mes objectifs soignants, c'est de toujours redonner les bases de l'équilibre alimentaire. Et puis surtout, en fin de session, on essaye surtout de voir les plaisirs, toujours se faire plaisir et de se faire des petits écarts. Et puis l'après-midi, donc ça c'est à la demande des patients, on a changé. On avait avant une troisième séance d'activité physique et là on a fait gestion du stress et des émotions. Les patients ont identifié d'eux-mêmes que le stress pouvait avoir une action, pas positive bien évidemment, sur leur santé et que ce stress avait pu participer au fait qu'ils étaient là et d'autre part que le fait qu'ils étaient là pour ceux pour qui il s'est passé un choc d'apprendre la maladie ou de devoir vivre avec la maladie apporte aussi une source de stress.
Une fois qu'on a fait ce constat, que fait-on ? Il s'agit donc non seulement d'écouter les gens, mais de les aider peut-être à mieux gérer cette situation. Et cet atelier, cette deuxième partie d'atelier va beaucoup être sur de la pratique et de la pratique de relaxation, sophrologie, auto-hypnose, mindfulness. On dit souvent, nous, on est des agitateurs de conscience, c'est-à-dire qu'on est là pour aider les gens à prendre mieux conscience de ce qui se passe pour eux et à leur montrer des outils possibles qu'ils vont ou pas s'approprier. Ils vont peut-être aussi découvrir des ressources intérieures qu'ils avaient oubliées. Le lendemain, on boucle, puisque c'est au bout d'une semaine, on les reprend l'après-midi. Et là, c'est quels sont les objectifs individuels qu'ils vont prendre et devant le groupe. Donc c'est repérer un petit peu qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau, qu'est-ce qui va m'aider ou qui va m'aider. Quels sont les facteurs favorisants ou au contraire, quels sont les freins. Par exemple, je décide d'aller à la piscine, mais que la piscine, il faut que je prenne 2 bus, il faut que je sois... Bon, voilà. Donc, quels sont les freins et qu'est-ce qui va m'aider. Alors, pendant ce stage, on a évoqué beaucoup de choses. Est-ce que c'était une maladie ou est-ce que c'était un accident? Alors, quelque part, pour moi, je considère que c'est une maladie. Donc, en fait, c'est mon challenge aujourd'hui, c'est d'informer les gens pour les inviter, s'ils ont ce problème-là, que je ne leur souhaite pas, à dire que c'est pas trop grave et il se passe plein de choses derrière. Après, il y a des hygiènes de vie à avoir, mais qui viennent au stage, il n'y a aucun problème, il faut le faire, c'est quelque chose de formidable. Je suis ici en tant que représentant d'ILCO Atlantique, une association qui s'occupe des stomisés. Ça permet déjà aux gens de nous connaître, de connaître le matériel, parce que bien souvent quand ils sortent de la clinique, ils sont seuls, et là quand on est stomisé, il faut savoir se prendre en main. C'est très important parce que les malades se trouvent souvent facilement isolés. La maladie coupe. C'est-à-dire que les cercles habituels, amicaux, les rencontres sont plus difficiles, etc. Donc, ce cadre qu'on offre permet quand même de garder du lien social. C'est très important, oui. Dans ce stage, je venais chercher également un échange. Je trouvais intéressant de partager ça avec d'autres gens pour voir un petit peu l'impression qu'ils en avaient, l'état de fatigue qu'ils ont pu ressentir après l'hospitalisation, et s'ils avaient fait des choses dans leur vie au quotidien qui avaient engendré cet accident-là. Et j'avoue que je suis vraiment satisfaite parce que d'une part j'ai eu la possibilité ou la chance de venir avec mon conjoint et que ça nous a permis d'entendre des choses et d'en reparler aussi le soir. Et véritablement, je trouve que c'est très intéressant parce que nous sommes des personnes d'horizons différents, de vécus différents, d'histoires différentes, et nous participons à une mise en commun qui permet de déstresser et d'enlever nos craintes, nos peurs. Ça permet de vider un petit peu son sac aussi lors des groupes où on est juste entre aidants. Ça permet aussi voilà, de dire un peu ce qu'on pense des fois. Ça explique tous les détails de l'opération, à quoi servent les médicaments. En plus, il y a quand même des personnes qui prennent du temps pour l'expliquer, le chirurgien, les infirmières, les pharmaciens. Et bon, moi je trouve que c'est vraiment totalement indispensable. Effectivement, là, sur 3 jours, même 5 jours, on va pouvoir brosser un large panel concernant la maladie. On nous consacre du temps et qui plus est gratuitement. Donc, merci beaucoup. Cela me permet et m'encourage à me dire la vie, c'est maintenant. Donc, tu essaies de vivre au mieux l'instant présent. La vie, c'est comme une pièce de théâtre. Si on ne choisit pas toujours ni son rôle ni son texte, on choisit la façon dont on va la lire, et c'est ainsi que d'acteur, on devient auteur de sa propre vie.